Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner c'est mental, le rendez-vous des footballeurs en devenir des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici on parle de mental, de résilience et de leadership, parce que dans le football comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions, tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Alors bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode Gagner c'est mental. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un instant pour vous remercier chaleureusement. Le premier épisode a atteint plus d'une 60aine d'écoutes et au-delà des chiffres, c'est surtout vos retours qui m'ont touché. Comme celui-ci. Merci pour ce podcast très intéressant. Il me permet d'avoir des billes pour différentes situations. Ou encore, waouh, top, super pro le podcast et contenu de grande qualité. Vivement le prochain. Je ne vais pas vous mentir, ces messages alimentent mon besoin de reconnaissance, qui est une motivation intrinsèque forte pour moi. D'ailleurs, petite parenthèse, la motivation intrinsèque est un élément déterminant pour l'accompagnement des sportifs. C'est ce qui va faire que le sportif va se lever tous les matins, il va être focus, il va être discipliné par rapport à ce qu'il veut réaliser, et notamment pour atteindre les objectifs qu'il se fixe. Également, ces messages montrent que ce podcast répond à un besoin, et ça me motive encore plus à vous partager des clés concrètes pour avancer, que vous soyez sportif, parent ou coach. Justement, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour moi dans le rôle de préparateur mental, mais souvent négligé dans le monde des sportifs. C'est l'influence de l'entourage dans la réussite d'un joueur de football. On parle souvent du talent, du travail, de la discipline, mais on oublie un élément clé, le rôle des parents. Un rôle qui peut être un véritable tremplin, ou sans le vouloir, un frein à la progression. Mais alors, quelle est la bonne posture à adopter en tant que parent ? Comment accompagner son enfant sans lui mettre une pression excessive ? Et surtout, quelle est l'erreur la plus fréquente que font les parents, même avec les meilleures intentions ? C'est ce qu'on va voir ensemble. L'impact de l'entourage sur la performance et la progression. Regardez des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé. Tous ont du talent, une éthique de travail exemplaire, mais il y a un élément qu'on sous-estime, leur entourage. L'environnement familial joue un rôle clé dans la construction mentale d'un joueur. Pourquoi certains explosent et d'autres, pourtant aussi talentueux, s'effondrent sous la pression ? Souvent la réponse se trouve dans la qualité de leur entourage. Ou pas, d'ailleurs. Désolé pour cette contradiction, mais chouette que dans cet épisode, vous ne voyez pas les choses de manière binaire. L'être humain est complexe et il existe des contre-exemples démontrant que certains sportifs sont devenus de grands joueurs, bien que l'entourage ne soit pas forcément équilibré. Ils en ont d'ailleurs fait une force. L'entourage est un des piliers, comme le mental, invisible mais déterminant. Dès l'enfance, notre cerveau est façonné par ce qu'on entend, par les émotions qu'on associe à nos expériences. Un jeune joueur peut évoluer dans deux types d'environnements. Un entourage équilibré, où il reçoit du soutien, il sait qu'il peut parler sans être jugé, il est encouragé mais pas surchargé d'attentes. Résultat, il développe une confiance solide et une capacité à gérer la pression. Le deuxième type d'environnement peut être un entourage source de pression, où chaque performance devient un enjeu. L'amour semble conditionné au résultat, et l'enfant joue pour ne pas décevoir plutôt que par passion. Résultat, il joue avec du stress, doute de lui-même et perd du plaisir. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que cette influence ne vient pas uniquement des mots des parents, mais aussi de la manière dont ils réagissent face aux difficultés de leurs enfants. Pour mieux comprendre ce phénomène, j'aimerais vous partager un extrait d'une interview d'Habib Beye. J'ai plus besoin de le présenter. Dans le monde du football, c'est une personne reconnue dans le cadre de sa carrière professionnelle et aussi dans ses longues années en tant que consultant à la télévision et maintenant, aujourd'hui, entraîneur du Stade Rennais. Il parle justement du rôle de l'entourage dans la réussite d'un footballeur. L'environnement a changé. Le joueur de foot
il y a 20 ans, était influencé par lui-même et peut-être un proche ou deux. Aujourd'hui, il est influencé par lui-même, par l'agent, par le copain, par la famille. Ce que je fais maintenant, c'est que le lundi, quand il arrive, le jeune joueur, je lui dis « Parle-moi de ta prestation de ce week-end ». Et je sais ce que je vais avoir. Je vais avoir sa prestation influencée par tout ce qui lui a été dit de son entourage. Donc il me dit « J'ai pas fait un bon match ». Ah bon, pourquoi? Il dit « Parce que j'ai perdu des ballons, tout ça. » Donc je le laisse faire. Et je lui dis « T'as parlé avec qui ce week-end ?» Il va me dire « Ma mère, mon père, mon agent, tout ça. » Et je vais te dire « C'est ce qu'ils t'ont dit ?» Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et je lui dis « Viens avec moi. » Parce que j'ai anticipé, je sais que je vais le bon. Je le prends 3 minutes en vidéo. Et je vais lui dire « Tu vois, moi j'ai aimé ton match. J'ai aimé ton match parce que tu as été en disponibilité pour tes partenaires. Oui, tu as raté un dribble là. Si tu fais pas ça, le garçon, il démarre son entraînement le lundi matin avec une fausse analyse de sa prestation. Et donc, tout le monde lui a dit, t'as pas assez dribblé, dribble. Donc, lui, il arrive à l'entraînement le lundi matin, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais il démarre sa semaine d'entraînement avec une mauvaise analyse de sa prestation. Et s'il démarre sa semaine d'entraînement avec une mauvaise analyse de sa prestation, ce qu'il va te donner sur le terrain n'est pas du tout en accord avec ce que toi, tu veux. Ce qu'il dit est puissant. Le talent seul ne suffit pas. Un joueur peut être exceptionnel techniquement. S'il n'a pas un entourage qui le soutient mentalement, il risque de ne jamais atteindre son plein potentiel. Et justement, cette dynamique entre parents et enfants peut parfois créer un décalage, même quand les intentions sont bonnes. C'est ce qui est arrivé à un jeune joueur et son père que j'accompagne en ce moment. Appelons Steve pour garder l'anonymat. Steve est un jeune joueur que j'accompagne. Ses parents ont toujours été un repère pour lui. Il sait instinctivement vers qui se tourner selon ses besoins. Sa mère, quand il veut être écouté sans jugement, et son père pour des conseils précis sur le football, car lui-même a joué à un bon niveau. Mais récemment, tout a basculé. Steve est blessé depuis 2 mois. Il doute, il s'impatiente, et il commence à remettre en question son avenir. Un jour, il allume notre séance. Je m'inquiète, je l'appelle, mais il ne veut pas parler. Alors je contacte son père. Son père me dit « Steve vit très mal la situation. Il ne sait pas s'il retrouvera son niveau. Il s'impatiente, et moi, je ne sais plus comment l'aider. » Ces propos résonnent en moi et font sens avec l'une des missions qui est d'accompagner les parents dans l'ascension sportive de leurs enfants. Donc naturellement, je questionne son père. Comment ça se passe lorsque tu parles du sujet avec lui? Et il me répond, de mon point de vue, très bien, je l'invite à faire preuve de patience, c'est une épreuve à surmonter et qu'il doit faire preuve de combativité. Combativité. Le mot m'interpelle. Donc je lui pose la question. Toi qui as été footballeur, comment surmontais-tu ce type d'épreuve? Et il me répond, dans chacune des épreuves vécues dans ma vie, je me suis toujours battu pour revenir plus fort. Et je lui dis, donc toi, chaque épreuve se surmonte avec combativité et discipline. Et il acquiesce. Le problème, c'est que son père a une vision du monde très marquée. Et il se dit naturellement que son fils doit fonctionner comme lui. Mais c'est là qu'il se trompe. Steve ne voit pas et ne ressent pas les choses de la même façon. Donc, il ne se sent pas compris. Ce n'est pas ce dont il a besoin d'entendre. Son père, lui, ne comprend pas pourquoi ces mots n'aident pas. Il pensait bien faire, mais au lieu d'aider son fils, il accentue sa détresse. À ce stade, je propose à son père un protocole simple en 5 étapes. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Rappelez-vous la règle des 3 P vue au premier épisode. Protection, permission, puissance. Donc là, on est au niveau de la permission. Lorsque je propose à son père un protocole, je lui demande la permission justement de l'aider. Pourquoi? Parce que il va rentrer dans un processus de transformation, de changement, pour adopter une posture différente dont son fils a vraiment besoin. L'étape 1, trouver le bon moment pour parler. Ça peut paraître bête, ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement puissant. Là, dans le cas de Steve, il faut s'assurer qu'il est prêt à vouloir échanger sur le sujet, sans forcer la discussion. On est de nouveau au niveau de la permission. À partir du moment où vous souhaitez échanger d'un sujet sensible avec une personne qui ne souhaite pas en parler, vous allez droit dans le mur, malheureusement.
Donc, demandez la permission de pouvoir en parler. Comment ça se manifeste? Plusieurs moyens. Soit de vous-même, de manière très directe, vous posez la question à votre enfant. Est-ce que tu souhaites discuter de ce sujet? Ou alors, à un moment donné, votre enfant parle du sujet lui-même, il rumine, il pose des questions, là, à ce moment précis, il vous donne l'information qu'il veut bien discuter du sujet avec lui. Donc ce moment est crucial. Trouvez le bon moment pour parler. La deuxième étape, écoutez sans imposer votre vision du monde. Là, on rentre dans le cadre d'une écoute active. Votre attention doit être la plus fine possible. On laisse Steve s'exprimer, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sans l'interrompre et surtout sans minimiser ses émotions. Donc là, il va y avoir un melting pot de pensées, d'émotions. On le laisse dire ce qu'il a à dire. On l'écoute, on ne l'interrompt pas. Troisième étape, structurer ses pensées. Là, il va falloir aider votre enfant à structurer ses pensées. Dans le cas de Steve, il va falloir l'aider à identifier ses 3 principales pensées négatives et leurs conséquences sur son moral et ses performances. Laissez venir, laissez agir, ça va venir de lui-même. Il va tout simplement dire telle pensée, voilà, telle pensée, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire à ce moment-là. Exemple, j'en ai marre, je suis blessé, c'est pas possible, je vais pas atteindre les objectifs que je me fixe, etc., etc. Quatrième étape, l'idée maintenant est de l'aider à switcher son schéma mental. Puisque dans l'étape 3, on voit les pensées négatives, les 3 principales. On voit également quelles sont les conséquences sur son moral. Donc, tout simplement, il prend conscience finalement que son schéma de pensée impacte justement son moral et ses performances. Le fait de l'aider à switcher son schéma mental, c'est pour lui démontrer ce à quoi il a le contrôle. Qu'est-ce qu'il contrôle très exactement dans ce qui lui arrive à ce moment précis? Et là, l'idée, c'est de lui faire reformuler finalement des pensées, non plus négatives, mais constructives, qui lui permettent de le mettre en action, de le mettre dans le mouvement. On passe maintenant à la 5e étape, et donc de déterminer des actions concrètes qui lui permettent d'avancer malgré la blessure avec des objectifs réalistes. En l'occurrence, là, si on rentre dans le cadre d'un exemple, quelle est l'action dont il a le contrôle? C'est tout simplement, un exemple simple, mais tout simplement se dire j'ai la main pour pouvoir me rééduquer rapidement. J'ai la main pour pouvoir suivre minutieusement l'ensemble du protocole que me donne mon kiné, etc., etc. Ça, ce sont des actions concrètes, pertinentes et positives dont il a le contrôle. Donc, pour résumer le protocole en 5 étapes. Étape 1, trouver le bon moment pour parler. Étape 2, écouter sans imposer sa vision du monde. Dans le cadre du père de Steve, c'est l'étape 2 qui est la plus difficile pour lui. Étape 3, structurer ses pensées. Étape 4, switcher son schéma mental. Et enfin, l'étape 5, passer à l'action. Voilà le protocole que j'ai proposé au père de Steve. Quelque chose de très simple, quelque chose qui permet de le mettre en mouvement, puisqu'à la fin on passe à l'action, et aussi un protocole qui lui permet d'être engagé, puisque ce sont ses propres actions qu'il va mettre en place. L'histoire de Steve et de son père montre bien une chose. En tant que parent, notre rôle n'est pas d'imposer notre vision du monde à notre enfant, mais de l'aider à construire la sienne. Et vous allez peut-être sourire, mais après avoir suivi le protocole, le père de Steve m'a recontacté quelques jours plus tard et me dit « Mon fils n'a pas souhaité échanger avec moi sur ce sujet, alors je n'ai pas insisté. Je suis simplement resté dans l'invitation en lui disant qu'il pouvait revenir vers moi s'il en ressentait le besoin. » Et c'est là que tout prend son sens. Parfois, aider ne signifie pas agir immédiatement, mais simplement être présent, disponible, sans pression. Steve savait que son père était là, prêt à écouter, sans jugement ni attente.
Cette posture, aussi simple soit-elle, a permis de renouveler un climat de confiance, et c'est souvent ce qui manque quand la pression des performances prend le dessus. Alors en tant que parent, posez-vous cette question. Suis-je un soutien émotionnel pour mon enfant? Ou est-ce que, sans le vouloir, je projette mes attentes sur lui? Votre rôle n'est pas d'être son coach ou son menteur technique. C'est d'être ce repère stable, cette zone de sécurité où il peut déposer ses doutes, ses frustrations, sans crainte d'être jugé ou corrigé. Et aussi pour les jeunes sportifs qui écoutent, osez exprimer vos besoins à votre entourage. Parfois, vos parents, ils veulent vous aider, mais ils ne savent pas comment. Guidez-les, dites-leur si vous avez besoin d'écoute plutôt que de conseils. Pour finir, j'aimerais vous laisser avec cette question, que vous soyez parent, coach ou joueur. Êtes-vous en train d'accompagner votre enfant vers sa propre réussite ou vers l'idée que vous vous faites de la réussite? Parce que la différence, c'est là qu'elle se joue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous parle, partagez-le autour de vous et n'oubliez pas, gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, gagner, c'est mental.